Ce travailleur inlassable a posé son regard sur la société du XIXe siècle. Il se place entre les auteurs des romans naturalistes et ceux des romans psychologiques, en associant le réalisme et l'esthétisme. Nous sommes le 12 décembre 1821 à l'Hôtel-Dieu de Rouen que son père, chirurgien réputé, dirige. Gustave Flaubert vient de naître. Non loin de là, rue Py, est né, un peu plus de 2 siècles plus tôt, Pierre Corneille. Gustave Flaubert n'a que 10 ans lorsqu'il rédige un éloge de Corneille. Son père est d'origine champenoise, sa mère d'origine normande. Gustave se flattera de tenir le sang d'un aventurier viking. Au Collège royal de Rouen, de 1832 à 1839, Gustave est un élève doué mais indiscipliné. Il est reçu en 1840 bachelier ès-lettres à l'issue de sa classe de philosophie. Il partage l'exaltation romantique avec les autres adolescents, mélancolique de René, de François-René de Chateaubriand. Les premiers écrits du lycéen sont des contes fantastiques, des confidences autobiographiques, un roman métaphysique, Smart, en 1839. Dans Smart, Gustave écrit « On n'était pas seulement troubadour, insurrectionnel et oriental, on était avant tout artiste. Les pensums finis, la littérature commençait, et on se creusait les yeux à lire au dortoir des romans. On portait un poignard dans sa poche, comme Antony. Mais quelle haine de toute platitude, quels élans vers la grandeur !» En 1837, il publie pour la première fois dans une petite revue de Rouen. Gustave, à l'été 1836, alors qu'il est à Trouville, fait la connaissance d'Elisa Schlesinger, une femme mariée à un éditeur de musique. C'est le début d'une passion muette pour l'adolescent, qui se transformera en adoration discrète à l'âge adulte. Ce n'est que 35 ans plus tard que Gustave Flaubert écrira à Elisa Schlesinger, lorsqu'elle sera veuve du docteur Franklin Groot. Elisa Schlesinger sera l'inspiratrice des Mémoires d'un fou de 1838, novembre de 1842 et de la première éducation sentimentale en 1845. En 1869, dans la seconde édition sentimentale, elle reparaîtra sous les traits de Madame Arnoux. C'est à Paris que Gustave Flaubert poursuit des études de droit de 1842 à 1844. Mais il a le goût de la littérature, plus que du droit. Il est accueilli par le sculpteur James Pradier. Il rencontre alors les romantiques, dont sa grande admiration, Victor Hugo, avec qui il se lie. Mais un jour d'octobre 1843, il est terrassé par une crise d'épilepsie. Cette crise met fin à ses études. C'est au Croiset que Gustave Flaubert se retire non loin de Rouen. D'un naturel pessimiste, il le devient un peu plus à la perte de son père et de sa sœur cadette, Caroline, en 1846, 2 mois après qu'elle ait donné naissance à sa fille Caroline. Alors, Gustave Flaubert renonce à la vie mondaine et se consacre à sa mère et à sa nièce. Pour se consoler de la triste plaisanterie de l'existence, il se voue au culte fanatique de l'art. En cette année 1846, Flaubert rencontre Louise Collet, femme de lettres. Ils deviennent amants. Leur correspondance nous renseigne sur le travail et les idées littéraires de Flaubert. Il décide de se consacrer aussi au voyage, à ses amis, dont Louis Bouilhet. Sa liaison avec Louise Collet durera jusqu'en 1854. Il retourne tout de même à Paris et fréquente les milieux littéraires. Il rencontre Baudelaire, les frères Goncourt, Ivan Tourguenieff, la princesse Mathilde Bonaparte. Désormais, Gustave Flaubert se voue à ses romans. Son travail est méthodique et acharné. Au retour d'un voyage en Égypte, il écrit Madame Bovary.
Il passe sur ce roman 53 mois et il le rend célèbre en 1857. Il paraît en 1856 dans la revue de Paris dirigée par Maxime Ducamp. Les coupures opérées par Maxime Ducamp ne plaisent pas à Gustave Flaubert. Et malgré ces coupures, il y a un procès pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Le procès se termine par un acquittement. 1 an plus tard, il part pour la Tunisie, afin de se préparer à la rédaction de Salammbô. Enfin, il passe 5 années à rédiger L'éducation sentimentale de 1869, qui retrace sa passion pour Madame Schlesinger. Mais c'est un échec. Il laissera inachevé Bouvard et Pécuchet, ce roman qui, lui aussi, impose d'importantes recherches. Alors que ses crises d'épilepsie le reprennent, ses dernières années sont assombries par la perte de sa mère en 1872 et de ses amis les plus proches, Louis Bouilhet en 1869, Sainte-Beuve en 1869 aussi, Jules Huot de Goncourt en 1870 et George Sand en 1876, avec qui il s'était lié d'une grande amitié, ainsi que par l'insuccès en 1874 de La Tentation de Saint-Antoine et Le Candidat, une comédie en 4 actes peu représentée et qui paraît en librairie. À cela s'ajoutent des ennuis matériels, car il sacrifie toute sa fortune afin de sauver de la faillite sa nièce et son époux, Ernest Comenville. À la suite de cette affaire, il est très déprimé, et ses ressources sont fort diminuées. Gustave Flaubert éprouve tout de même quelques satisfactions, car le recueil, 3 contes, en 1877, est salué comme un chef-d'œuvre. Les naturalistes, dont Émile Zola, donnent un dîner en son honneur. Après l'avoir soumis à une rigoureuse discipline et avoir tant encouragé Guy de Maupassant, son filleul, Gustave Flaubert est témoin de son succès. Le 8 mai 1880, Gustave Flaubert meurt, après avoir dû supporter une énième crise d'épilepsie. Bien qu'écœuré par la sottise bourgeoise, il aura assisté à l'influence croissante de son œuvre. Le père du roman moderne, c'est ainsi que Théodore de Banville saluait Gustave Flaubert quelques jours après sa mort. Cette citation est toujours en vigueur de nos jours. Émile Faguet voyait Gustave Flaubert à la jointure du romantisme et du réalisme. Grandi en plein romantisme, il admire François-René de Chateaubriand et Victor Hugo. Adolescent, Gustave Flaubert commence par imiter avant de trouver son propre chemin dans l'écriture. Il utilise les formes traditionnelles du romantisme. Ses liens, même plus tard, avec le romantisme sont manifestes. Il existe un décalage entre ses œuvres de jeunesse et Madame Bovary, roman dans lequel il abandonne l'attitude romantique. Les thèmes de la mort, la folie, le désespoir, l'ivresse reviennent. L'agonie et le cadavre de Madame Bovary, le bébé mort dans L'éducation sentimentale, la charogne de Bouvard et Pécuchet témoignent d'une fascination pour l'horrible. Et voilà que s'impose la figure du romancier réaliste, Honoré de Balzac. Gustave Flaubert écrit des romans réalistes, très documentés. Avec Madame Bovary, il peint la province. Dans L'éducation sentimentale, c'est la vie parisienne. L'histoire d'une jeune femme mal mariée, l'apprentissage des jeunes hommes et l'amour platonique pour une femme plus âgée. La discipline réaliste s'impose à lui dès 1849, mais Gustave Flaubert garde tout de même en lui sa nature romantique. Sa correspondance montre qu'il restera un cœur sensible, plein d'enthousiasme. Il peut peindre le bourgeois dans Madame Bovary, mais son imagination s'en mêle dans Salammbô, La Tentation de Saint-Antoine. Il va élaborer quelque chose de nouveau et préférer les personnages médiocres, la vie de tous les jours et la lenteur de la vie ordinaire, contrairement aux aventures et scènes extraordinaires, aux personnages qui sortent du commun. Les choses, les événements sont décrits selon l'optique de chaque personnage.
Dans Madame Bovary ou l'éducation sentimentale, Gustave Flaubert varie les points de vue. Emma est vue à travers les yeux de Charles, de Rodolphe ou de Léon. Charles et Léon à travers ceux d'Emma. La petite Berthe, contemplée par Charles, est charmante et gracieuse. Vue par Emma, elle est laide. La figure de l'artiste occupe aussi une place, comme dans l'éducation sentimentale avec le peintre Pèlerin, mais aussi un tableau dans la Tentation de saint Antoine, des vitraux dans la légende de saint Julien l'Hospitalier. La recherche documentaire est un labeur tout aussi important que celui de l'écriture. La préparation de ces livres l'a amené à lire de nombreux ouvrages. Il ne se contente pas des faits historiques ou scientifiques. Il recherche les anecdotes trouvées dans des témoignages. L'observation rigoureuse des phénomènes est inhérente au milieu médical dans lequel Gustave Flaubert a passé son enfance. Ses romans s'inspirent souvent d'événements contemporains ou historiques, et il est donc nécessaire de mener des enquêtes. Quels étaient les personnages, leur hérédité, les lieux où ils ont vécu? À partir de cette documentation, Gustave Flaubert reste au plus près de la réalité dans ses romans. L'exactitude est devenue pour Flaubert une hantise. Il consulte plusieurs traités médicaux pour décrire l'empoisonnement de Madame Bovary ou l'effet de la faim sur les mercenaires dans Salammbô. Dans l'éducation sentimentale, il reconstitue l'atmosphère parisienne entre 1840 et 1851, et en particulier les journées révolutionnaires, avec une précision qui a provoqué l'admiration de l'historien Georges Sorel. L'artiste, dit Flaubert, doit s'arranger de façon à faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu, sans tenir compte de ses sentiments personnels. Il faut rester absent de l'œuvre. Malgré ses efforts déployés pour rester le plus objectif possible, il n'a pas réalisé une œuvre totalement impersonnelle. Comme lorsqu'il raille la sotte bourgeoisie, ses romans reflètent sa vision pessimiste de la vie. L'ironie se retrouve face au romantisme de son adolescence lorsqu'il adopte le point de vue romantique d'Emma Bovary. Dans le brouillon de Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert indique Pécuchet égale Polycarpe, soit le surnom qu'il se donnait. Son pessimisme ressort dans sa correspondance, comme dans son œuvre, où l'on retrouve le thème de l'échec, Madame Bovary, Salammbô, mais aussi dans l'éducation sentimentale, roman de la désillusion progressive. Puis dans Bouvard et Pécuchet, roman du grotesque triste. Et ce que Bouvard perd en tragique, il le regagne en férocité. À 9 ans, Gustave Flaubert déclare son intention d'écrire, et son premier sujet est de raconter les bêtises que débite une dame qui vient chez papa. Jusqu'à la fin, il enragera contre les imbéciles, contre la bourgeoisie. Dès 1850 et jusqu'à sa mort, il accumule les articles du Dictionnaire des idées reçues, de lieux communs, d'ignorance collective, d'attitudes convenues, ainsi que le Sottisier, en complément de Bouvard et Pécuchet, dans lequel Gustave Flaubert a regroupé des perles en tout genre. En 1872, dans une lettre à son amie Madame Edma Roger des Genettes, Flaubert écrit « Je médite une chose où j'exhalerai ma colère. Oui, je me débarrasserai enfin de ce qui m'étouffe. Je vomirai sur mes contemporains le dégoût qu'ils m'inspirent. Dussé-je m'en casser la poitrine? Ce sera large et violent. » Gustave Flaubert ne veut pas imposer ses idées ou ses sentiments dans son œuvre, la réduire au particulier, mais plutôt la hausser au niveau du général. Afin d'être le plus objectif possible, il trouve la réalité dans les livres. Sa méthode, pour ne pas être soumis aux émotions lorsqu'il écrit, est une mise à distance temporelle. Il commence Madame Bovary en 1851, mais n'évoque pas dans le roman les événements de février 1848. Il s'était d'ailleurs déplacé à Paris pour y assister, y a recueilli des informations.
De même qu'il ne fait pas allusion des événements de 1870 dans Bouvard et Pécuchet, son dernier roman inachevé qui se déroule après la Révolution de 1848. Une mise à distance intellectuelle. Plutôt que de décrire son ressenti, il préfère observer et exposer. Comme lorsqu'il écrit La mort d'Emma Bovary, il ressent en bouche le goût de l'arsenic. Même lorsqu'il compose une œuvre autobiographique, son vécu est mis à distance, comme dans l'éducation sentimentale, contrairement à son œuvre de jeunesse, Mémoire d'un fou, qui lui a servi de base pour l'éducation sentimentale. L'imagination fait le reste. Flaubert a expliqué que le fait observé ou recueilli ne devait être qu'un tremplin. La documentation est un simple point de départ pour l'imagination. Le but de l'art, c'est le beau avant tout. La mission de l'artiste pour Gustave Flaubert est de créer de la beauté. Il faut partir du réalisme pour aller jusqu'à la beauté. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus, et plus c'est beau. Travailleur inlassable, il lit et relit des extraits, apporte des corrections. Puis il soumet ses phrases à ce qu'il appelle l'épreuve du gueuloir, c'est-à-dire qu'il la déclame à voix haute. Il y a en moi, littéralement parlant, deux bonshommes distincts. Un qui est épris de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée. Un autre qui creuse et qui fouille le vrai tant qu'il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. Maupassant a écrit « Il écoutait le rythme de sa prose, s'arrêtait pour saisir une sonorité fuyante, combinait les tons, éloignait les assonances, disposait les virgules avec conscience, comme les haltes d'un long chemin. Peu d'hommes auront autant souffert que moi pour la littérature », écrivait-il à propos de Salammbô.